Merci infiniment alors de cette initiative. Merci à toute l'équipe de la Bibliothèque Cas Sauvage, à Jean-Pierre, à Lauriane, à Pierre, à Alain, à Günther et à tous ceux qui ont travaillé pour ça. Donc, j'invite tout de suite ceux qui vont participer à la première partie du débat qui va faire les états des lieux de la société grecque dans la tourmente de la crise et de prendre place à la tribune pour qu'on puisse commencer, s'il vous plaît. Bon, le temps que tout le monde s'installe, je voudrais juste commencer en remerciant tous les signataires de l'appel, évidemment, tous les gens présents et tous ceux et celles qui ont travaillé pour que cette rencontre débat ait lieu, dont la plupart restent anonymes souvent. Voilà, je passe la parole à Vicky qui va commencer la présentation. Oui, et moi aussi je vais commencer par une cérémonie de remerciements qui sont bien mérités et des remerciements qui sont adressés à vous qui êtes là cet après-midi, à tous les signataires des appels, au théâtre de l'Épée des Bois qui nous accueille ici entre ces murs, à son directeur Antonio Diaz Florian et à toute l'équipe du théâtre qui a donné de son temps et qui s'est mobilisée vraiment pour la réussite de ces débats. Merci à Daniel, merci à Eugénie, à Sébastien, à Clarisse, à Claire et à tous les autres. Un grand merci au Théâtre du Soleil qui a tout de suite répondu à notre demande de salle et qui a relayé cette demande auprès du Théâtre de l'Épée des Bois. Merci à Ariane Mnouchkine qui est là avec nous cet après-midi, mais merci aussi à toute l'équipe du Théâtre du Soleil qui ont vraiment œuvré pour la tenue de ces débats. Merci aussi à tous les participants qui ont accepté notre invitation. Merci à Alain Badiou, à Étienne Balibar, à Thomas Coutreau, qui a accepté de faire une intervention dans un délai très bref après le désistement de Frédéric Lordon. Un grand merci aussi à Frieder Otto Wolf, qui vient exprès de Berlin pour ces débats. Vraiment, merci Frieder. C'est un vrai geste de solidarité que vous faites là. Merci aussi à ceux qui m'entourent sur cette table et plus particulièrement à Maria Kakoyani qui s'est beaucoup mobilisée pour l'organisation de ces débats et qui a vraiment partagé la tâche de l'organisation. Et un grand merci aussi aux équipes qui assurent l'enregistrement. Qui travaille complètement bénévolement et avec un dévouement qui me touche infiniment. Merci à Bonita, à Hiro, à Pierre qui va bientôt arriver. Et merci aussi à Véronique Sayouz pour sa disponibilité. Et enfin, je répète, mais je me permets de répéter les remerciements qui sont adressés quand même à l'équipe de la bibliothèque Cas Sauvage qui a produit les films que vous venez de voir. Et enfin, merci à tous et à toutes, à tous et à toutes celles qui se sont mobilisés pour la tenue de ces débats. Merci à Charles Aluni, à Hermano Sanchez, à Cristina Samblano, à François Vitrani, et j'en oublie, et ils me les pardonneront, je pense. Donc, comme vous le savez, j'ai introduit un peu la thématique de cette table ronde que nous allons commencer. Donc, comme vous le savez, nous avons lancé un appel dans Libération le 21 février. À l'origine, j'avais adressé une lettre aux amis français qui travaillent beaucoup avec la revue Aletheia, la revue grecque Aletheia. Et comme j'ai eu des réponses très positives tout de suite, et à l'initiative d'Étienne Balibar et avec son aide, nous avons remanié les textes pour les transformer à un appel et pour lui donner la forme que vous avez vue lors de la publication.
Donc, il y a un premier point à clarifier par rapport à l'appel, c'est que nous n'avons pas beaucoup insisté, et même dans un premier temps pas du tout, sur la responsabilité de la classe politique grecque et aussi de l'élite économique, sa responsabilité pour la situation actuelle de la Grèce et pour la gestion de la crise. C'est pas du tout que je ne considère pas qu'il existe une telle responsabilité. Cette responsabilité est énorme. Et à mes yeux, elle est si évidente et si flagrante qu'elle allait en quelque sorte sans dire ce qui explique l'omission de ces points. Un deuxième point concerne le terme peuple grec qui est employé au titre de l'appel « Sauvons le peuple grec de ses sauveurs ». C'est une notion qui, à mes yeux, et je pense qu'aux yeux aussi des signataires, c'est une notion inclusive et non pas exclusive. C'est-à-dire, le peuple grec ne se définit pas comme un ensemble fermé des autochtones, mais c'est un ensemble ouvert qui se définit par les résidents dans les pays, qu'ils soient grecs ou étrangers, avec ou sans papier. Donc, si vous voulez, je vais commencer par... J'avais prévu que Panos Angelopoulos, traducteur qui est à mes côtés, lance le débat sur la question de la démocratie, mais comme il vient d'arriver, il est un peu, il demande à prendre un peu son souffle. Donc, je voudrais, si vous permettez, commencer moi-même, me donner moi-même la parole, ce qui n'est pas très, très, très poli quand même. Voilà. Donc, et je vais vous proposer une réécriture du vocabulaire de la crise. Voilà. Excusez-moi, je vais juste récupérer la montre pour que je surveille mon temps de parole. Voilà. Voilà. Sinon, on va commencer par déborder tout de suite. Donc, nous disions dans l'appel qu'il est urgent de mener la bataille des chiffres et la guerre des mots pour contrer la rhétorique ultralibérale de la peur de la désinformation. Et à cette fin, justement, je vous propose de questionner une série de termes clés avec vous et d'entreprendre la réécriture, en quelque sorte, du vocabulaire de la crise, car les mots ne sont jamais neutres et vous le savez très bien. Donc, commençons par un mot a priori positif, le mot croissance. On l'a entendu assez souvent et récemment dans la bouche quand même de M. Barroso. On l'entend aussi assez souvent dans la campagne électorale, dans des formules comme « il faudrait quand même compléter l'austérité et la rigueur par un volet croissance et développement ». Tout de suite, lorsqu'on entend de telles formules, une question s'impose. Compléter quoi au juste avec des investissements qui mèneraient à la croissance? Compléter la destruction de l'État social, le démantèlement du droit du travail, la paupérisation des pans entiers de la population, la disparition des classes moyennes, la destruction du système de santé, car, comme vous le savez, vous, signataires de l'appel, c'est exactement ça qui se passe actuellement en Grèce et qui se prépare et qui est déjà en cours en France. Donc, si oui, si c'est ça qu'il faut compléter, alors quelle autre fin desservirait cette croissance qui complète la destruction des sociétés entières, sinon l'enrichissement maximal des investisseurs qui disposeraient à merci d'une armée de chômeurs et de précaires comme réserve pour imposer les termes de travail équivalents vraiment à celles qui prévaut en Bulgarie, en Roumanie, voire en Chine. Donc, car la Grèce, comme cela vous en sans doute pas échappé, est devenue le laboratoire d'innovation sinistre que l'offensive néolibérale est en train de mettre en place en Europe. Et là-dessus, j'aimerais attirer votre attention sur un point très précis, c'est-à-dire un projet qui est cher à Philippe Ressler, qui est le vice-chancelier allemand libéral de son État, et à son vice-ministre de l'économie, Stefan Kapferer, et qui sont venus à 2 reprises en Grèce pour promouvoir ces projets. Et ces projets concernent la création des zones spéciales d'investissement ou des zones prioritaires d'investissement, où le droit du travail serait suspendu et où les SMIC
même ces SMIC actuellement dérisoires, mais absolument dérisoires et absolument insuffisants pour les besoins vitaux de la personne, pour couvrir les besoins vitaux de la personne, même ces SMIC-là pourraient être baissés au gré des demandes et des exigences des employeurs. Et voilà, et les investisseurs étrangers, ils seraient seuls à profiter de cette législation d'exception, assortie bien évidemment d'un régime fiscal spécial, voilà, des exonérations fiscales. Au fond, il s'agit de contourner toute notion de loi pour instaurer un régime de quasi-esclavage, des salariés qui auront le choix entre le chômage sans indemnité et un salaire de misère et des conditions de travail vraiment qui nous font retourner au XIXe siècle. Et pour éviter, mais ces projets comportent aussi un complément. Pour éviter l'écueil d'agitation sociale, les projets prévoient la possibilité d'importer à volonté des travailleurs, de sorte que si jamais la main-d'œuvre sur place se montre réfractaire au régime de surexploitation qu'on veut imposer à ces régimes de surexploitation, alors cette main-d'œuvre pourra être remplacée par des travailleurs importés, entre guillemets, engagés sur contrat à durée déterminée et jetables après usage. Comme vous comprenez, il s'agit très probablement d'une procédure qui sera appliquée au fur et à mesure en d'autres pays, voire dans l'ensemble de l'Europe. Donc, il est évident que cette proposition, sous le prétexte de faciliter la croissance et le développement d'un pays qui est déjà dévasté par les plans de sauvetage successifs, donc cette proposition a pour but d'instaurer de véritables zones d'anomie où la seule loi sera celle de la maximalisation du profit. Et cette proposition, elle est à la pointe du projet de remaniement néolibéral de l'Europe, et dans ce sens, elle nous concerne toutes et tous, Européens. Voilà. Donc, il est bien vrai que depuis un moment, on ne parle plus de ces projets. Hein. Il a été question de ces projets pendant les derniers voyages de Philippe Ressler en Grèce, début octobre. On n'entend plus parler de ces projets, mais je ne pense pas que c'est du fait que ces projets ont été abandonnés. Donc, si la création des zones spéciales d'investissement au sein de la Grèce ne fait plus l'objet des discussions, cela revient au fait que c'est la Grèce entière qui est en train de devenir une zone prioritaire d'investissement. Voilà. Avec 100 millions en plus de chômeurs, son SMIC ramené à 580 € brut, attention, avec un coût de la vie équivalent à la France, mis à part les loyers, la Grèce se transforme en une zone d'anomie où la seule loi sera celle du plus fort et en l'occurrence du plus riche. Donc, il faut que je fasse encore plus vite parce que je vois le temps qui tourne. Mais j'aimerais aussi vous dire quelques mots sur les remaniements, voire le démantèlement du droit du travail qui est en cours, qui n'est pas encore fini, et qui fait qu'actuellement les conventions collectives n'ont plus de portée obligatoire que pour les signataires de celles-ci, c'est-à-dire à n'importe quel moment, un entrepreneur, un patron, il retire sa signature et donc il n'est plus sommé à respecter les conventions collectives et il peut entreprendre la création lancer la création des conventions d'entreprise avec tout ce que cela comporte, voire des conventions individuelles. En même temps, on a la flexibilité, la précarisation et l'impossibilité de faire appel aux organismes d'arbitrage et de médiation sans l'accord préalable de l'employeur. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'arbitrage, il n'y a plus de prud'homme, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, tout cet ensemble de mesures complète ces paysages sociaux complètement dévastés, où le droit du travail ne peut plus fonctionner comme ne serait-ce qu'un mince filet de protection des droits fondamentaux. Au même moment, l'assouplissement et l'allègement significatif de la législation
qui concernent la protection de l'environnement, mais aussi des clauses qui protègent les sites archéologiques, n'augurent rien de bon, et ceci dans un pays où la destruction de l'environnement est déjà la règle. Tout cela, ce que je viens de vous décrire, va dans le sens de la création de ce qu'on appelle un environnement amical à l'entreprise. J'aimerais vous dire quelques mots sur les délocalisations, sur les projets de délocalisation en Grèce, mais je vois qu'il est en tourne, donc la seule chose que je vais vous dire, c'est juste des mots, en tant que grec, délocalisation en Grèce, όχι ευχαριστώ. Non, merci. Voilà. Donc, je vais passer très rapidement sur un autre terme, et après je vais donner la parole à Maria ou à Panos, selon. Voilà. L'autre terme trompeur et fallacieux est celui de l'aide, qu'on trouve dans des vocables tels que plan d'aide, plan de sauvetage. Donc, ces termes-là, les traitements de ces termes a été confié à Thomas Coutreau, économiste atterré, et vice-président de l'ATTAC, qui saura s'acquitter de cette tâche beaucoup mieux que moi, donc je laisse de côté. Mais je veux quand même vous signaler un point précis, qui est le fait que la caisse spéciale, je veux dire le compte bloqué destiné uniquement au service de la dette, dont nous parlions dans l'appel, vient d'être créé par un amendement ajouté à la dernière minute à un projet de loi et voté en catimini par les PASOK, le Parti socialiste, et la Nouvelle Démocratie, la droite. Donc par cet amendement-là, priorité absolue est accordée au service de la dette, c'est-à-dire aux taux d'intérêt au remboursement des obligations qui arrivent à terme. Donc priorité absolue est accordée au service de la dette au détriment de la population et de ses besoins vitaux. Les comptes en question, ces comptes spéciaux, qui vient d'être créé à la Banque de Grèce, sera alimenté par les tranches d'aide. Donc l'aide sera versée directement à ces comptes-là, aussi par les recettes des privatisations, mais également par les tous excédents budgétaires futurs obtenus, bien entendu, grâce au plan de rigueur qui aboutissent au démantèlement de l'État social et des services publics. Donc, au moment où les caisses d'assurance maladie et des retraites perdent 12 milliards par la décote obligatoire des obligations, ou, au nom de la nécessité impérieuse de l'austérité, des économies supplémentaires sont exigées d'un système de santé déjà en ruine, une énorme opération de transfert des richesses est en train de se faire, des transferts des richesses de la société, des classes moyennes et des classes pauvres comprises, vers le secteur financier et cette opération trouve ici sa consécration institutionnelle, d'autant plus que la priorité absolue au service de la dette doit être inscrite à la Constitution pour éviter sans doute de mauvaises surprises par la suite. Donc, je vais prendre encore peut-être 2 minutes. Voilà. Ça va, y a pas de problème. Voilà. Donc, la question donc est qui est, excusez-moi, voilà, la question qui est aidé par les plans de sauvetage trouve une réponse, on l'est plus claire, avec le changement aussi des régimes juridiques des obligations, c'est-à-dire les nouvelles obligations après l'opération de la restructuration et de l'échange avec les anciennes, ainsi que la dette cumulée par les prêts européens. C'est tout cet ensemble-là des obligations. Ces obligations-là seront sous la juridiction britannique très favorable aux créanciers, tandis que les anciens titres relevaient à 90% du droit grec plutôt favorable aux débiteurs. Et avec ces changements des juridictions, les créanciers peuvent entreprendre des saisies en cas de non-remboursement, et qui plus est, si le pays est amené à sortir de l'euro, la dette ne sera pas convertie en drachmes, mais sera toujours maintenue en euros, avec l'effet de multiplication qu'un tel décalage entre la monnaie nationale, qui serait en l'occurrence la drachme, et l'euro, et bien entendu avec la dévaluation de la drachme par rapport à l'euro qui va s'en suivre. Donc, il s'agit du fameux article 13 de la nouvelle Convention des prêts, qui stipule aussi que tout différend avec les créanciers sera jugé par les tribunaux du Luxembourg
est que la Grèce renonce à son immunité juridictionnelle, c'est-à-dire à son droit d'exiger les différends par les tribunaux grecs, mais aussi elle renonce à sa souveraineté sur les biens publics, à l'exception des biens qui sont régis par les droits et les dispositions impérieuses, les lois ayant une valeur supérieure, ce qui veut dire que finalement, donc d'accord, les créanciers, en cas de non-remboursement, ils ne vont pas saisir l'Acropole ou les sites olympiques ou Delphes, mais quand même, tout le reste sera, ou pratiquement tout, sera à leur disposition, les ressources énergétiques, les métaux rares, les infrastructures portuaires, les littorales, tout cela sera à la portée des saisies éventuelles. Donc, et voilà, et je vais finir aussi par un point très rapide. Voilà, un dernier mot sur un autre terme assez employé, la lutte contre la corruption. Donc la corruption qui est infustigée par les donneurs de leçons morales, comme si elle était une sorte d'état congénital du peuple grec. Donc, le problème de la corruption est énorme et a pris des dimensions incommensurables les dernières années, les dernières décennies plutôt. Ça, c'est bien vrai, mais comme cela ne vous a sans doute pas échappé, la corruption n'est pas une pratique auto-érotique. Il faut toujours un partenaire, au moins un partenaire. D'habitude, elle s'organise en chaîne et il y en a un qui mène la danse et c'est l'agent corrupteur. Et en grec, l'agent corrupteur porte un nom, Siemens. Oui, c'est bien ça, oui, c'est Siemens. C'est Siemens qui est responsable du plus grand scandale de corruption des dernières années en Grèce, qui, d'après l'estimation la plus basse et la plus timorée par une commission d'enquête parlementaire, auquel participaient et les PASOK et la Nouvelle Démocratie, c'est-à-dire les gens qui ont empoché l'argent donné par Siemens. Donc, d'après cette estimation très timorée, très timide, ces scandales-là auraient causé des dommages qui s'élèvent à peu près 2 milliards à l'État grec. Et actuellement, un compromis vient d'être adopté par les politiques grecques, voilà, par le gouvernement et les politiques grecques, ou est sur le point d'être adopté. Et selon ce compromis, voilà, Siemens est redevable, tenez-vous bien, même pas un dixième de cette somme de 2 milliards qu'elle doit à l'État grec. Et même cette somme-là, je pense qu'elle s'élève à 175 millions. Voilà, même cette somme-là, elle n'est pas payable et remboursable en liquidité, mais en très grande partie, elle sera remboursable en services, en échange de technologies, etc., etc., etc. Donc, avec une clause aussi supplémentaire qu'il faut souligner, qui est le fait que Siemens est exonéré et exempt, libéré de l'obligation de donner les noms des gens qui ont reçu le pot de vin. Voilà. Donc, c'est un arrangement qui, sans doute, convient aux deux côtés, tant aux politiques grecques qu'à Siemens. Et c'est de cette façon-là que les très vertueux dirigeants allemands qui soutient ces compromis, pour ne pas dire qu'ils ont concocté ces compromis. Donc, ces très vertueux dirigeants qui se réclament de l'éthique protestante, voilà comment ils aident les Suds, lascifs, hédonistes, laxistes, à lutter contre la corruption. Voilà, je vous remercie. Donc, c'est à toi, Maria. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Maria Kakoyani, qui est enseignante à Paris 8 et à Paris 9, et qui va nous dire quelles sont les formes de résistance, les diverses formes des mouvements de résistance actuellement en Grèce. Alors, Maria, comment on décline les mots résistance en grec? Avant de commencer, ça va, tout le monde m'entend? Juste, je voudrais remercier la seule personne que... C'est bon? C'est bon? C'est bon là?
Donc je disais avant de commencer, je voulais juste remercier la seule personne qui ne faisait pas partie de la liste de Vicky. C'est Vicky elle-même qui a énormément... Sans elle, tout ça n'aurait pas eu lieu. Donc je suis là pour évoquer la question des mouvements qui se développent actuellement en Grèce. Il y a toujours un problème avec le micro ? En face de moi. Je suis en face du micro, mais je ne vois pas mes notes, du coup. Bon, je vais m'adapter. Donc, je disais que je suis là pour évoquer la question des mouvements qui se développent actuellement en Grèce. Faute de temps, je vais me restreindre à une présentation extrêmement brève, tout en essayant d'extraire le fil conducteur d'une problématique. Avant de parler des mouvements et des formes de résistance en Grèce à l'heure des plans de sauvetage, je pense qu'il faut partir des émeutes de décembre 2008. À ce moment-là, la crise financière a déjà éclaté, mais on est loin encore de parler d'une crise grecque. Or, décembre 2008 va mettre en avant un certain nombre de problématiques qu'on retrouve actuellement. On pourrait formaliser cela en disant qu'il s'agit des rapports parfois tendus, parfois allant même jusqu'à l'affrontement, entre des formes de protestation traditionnelles et des formes spontanées, décentralisées d'autogestion. Je voudrais juste rappeler que le 20 octobre dernier, il y a eu un manifestant mort à Athènes, non pas à cause des affrontements entre manifestants et la police, mais à cause des affrontements entre manifestants eux-mêmes. Revenons à décembre 2008. Plus qu'une émeute, et pas encore une révolte, décembre 2008 se place à mi-chemin entre mai 68 et les émeutes de banlieue 2005 ou ceux plus récents de Londres en 2011. Nous pouvons dire que d'une certaine manière, mai 68 symbolise une mise en cause massive de la légitimité des organisations historiques de la gauche, des syndicats et des partis. On peut même parler du début de la fin d'une certaine conception de la politique. Qu'en est-il alors de décembre 2008, 40 ans après ? Je vais juste pointer deux points pour après parler vraiment du moment présent en Grèce. 2 points. Le premier, c'est que bien qu'il s'agisse, décembre 2008, d'une forme émeutière, il y a eu pendant cette période-là des occupations de bâtiments publics, bibliothèques, mairies, etc. Et les premières tentatives pour former des assemblées générales dans certains quartiers et se réapproprier l'espace de la parole publique et la parole publique. Deuxièmement, le schéma classique est renversé. J'entends par schéma classique celui selon lequel les directions ou les bureaucraties politiques et syndicales tentent à la récupération du mouvement de base qui n'est pas initié par eux. Il est aussi question de trahison du mouvement au moment des titres de fin. J'entends ça, j'appelle ça schéma classique. En décembre 2008, on ne peut pas parler d'une trahison à la fin, mais d'une mise à nu dès le début. Rappel de fait, les émeutes éclatent un samedi soir, alors que le mercredi suivant, il y a une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles qui est prévue. Devant l'ampleur des événements, les directions syndicales vont annuler la manifestation. Une semaine plus tard, des travailleurs vont occuper les sièges de la Confédération générale des travailleurs en Grèce en réponse à la prise de position des bureaucraties syndicales. Vous voyez que c'est dès le début de cette série d'émeutes, on peut parler d'une mise à nu et pas du tout d'une trahison à la fin. Et ça a des conséquences sur la forme même que ça va prendre, évidemment, ces événements-là. Pour résumer, nous pouvons dire que décembre met en lumière une certaine crise des médiations politiques. Mais de l'autre côté, il y a le risque de tomber dans ce que quelqu'un comme Daniel Ben Saïd, par exemple, aurait appelé le fétichisme des spontanéités. Au fond, la question cruciale est celle-ci. Si les formes d'organisation politique comme celle du parti sont dépassées ou en tout cas en crise, est-ce qu'il s'agit de privilégier des spontanéités autogestionnaires ou est-ce qu'il s'agit d'élaborer de nouvelles formes d'organisation politique qui peuvent s'inscrire dans la durée ? Si cette question interpelle les philosophes, c'est avant tout une question politique que le mouvement réel pose et repose en même temps qu'ils prennent forme et se développent. Pour ce qui est donc des mouvements actuels en Grèce, je voudrais évoquer ce qui me semble le plus emblématique. Elles ont toutes un dénominateur commun, à savoir qu'elles viennent d'en bas,
elles s'organisent indépendamment des structures des partis politiques et syndicales. L'autre point qui me semble important à soulever renvoie à la présentation que Panos va faire tout à l'heure. Et c'est ce qu'on peut appeler la fureur nationaliste et qui a eu tendance à affecter certains de ces mouvements. Je vais y revenir. Je voudrais commencer cette présentation en citant deux grèves, donc des mouvements de grève plutôt classiques, on pourrait dire. La première, c'est la grève illimitée des aciéries grecques. Depuis le 1er novembre 2011, 400 travailleurs des aciéries grecques, Elliniki Chalevourgia, sont en grève illimitée avec l'occupation de leur usine. Leur lutte incarne en ce moment la lutte de toute la classe ouvrière. Symboliquement, c'est une grève qui a eu et continue à avoir un grand impact. Et d'ailleurs, elle a déclenché dans la population un grand mouvement de solidarité pour soutenir ces grèves. Début 2012, un parti d'extrême droite, ou est-ce qu'on peut appeler aussi une bande de néo-nazis, parce qu'il faut essayer de comprendre, c'est plus extrême que le FNIC, hein, a une tentative avortée de récupération de cette grève, qui d'une certaine manière est notre grève classique, une occupation d'usines, etc. Deuxièmement, la grève de l'Eftherotypia. L'Eftherotypia, c'est l'un des plus prestigieux journaux grecs. 800 salariés sont en grève illimitée depuis 22 décembre 2011. Dans un deuxième temps, ils ont décidé de s'approprier le journal et ils ont édité les 2 premiers numéros grévistes, les 15 et 25 février, avec à chaque fois un grand succès. Il s'agit d'une grève assez emblématique qui renvoie à la question des médias qui présentent la crise ou qui présentent ce qui se passe et à la réappropriation de la parole. Il faut signaler un petit clin d'œil que Eleftherotypia, qui est le nom du journal, veut dire presse libre. Le deuxième mouvement, entre guillemets, que je voudrais présenter, c'est le mouvement des indignés. Et je voudrais dire un mot en particulier par rapport à l'occupation qu'il y a eu à la place des Syntagma, qui est la place centrale à Athènes, la place de la Constitution. On peut dire que pendant longtemps, l'université et l'usine ont été des lieux privilégiés des luttes organisées. La séquence dans laquelle on vit est en train d'ajouter les places publiques. Le mouvement des indignés en Grèce a été greffé par le printemps arabe et ensuite le mouvement des indignados en Espagne. Et il a eu, comme vous le savez, d'autres avatars comme le mouvement Occupy Wall Street, etc. Ce sont des mouvements assez hétérogènes entre eux. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Je voudrais juste souligner 2-3 choses par rapport au mouvement en Grèce. Nous savons que le mot d'ordre de ces mouvements est celui d'une démocratie réelle, non pas au sens d'une revendication programmatique, c'est moins une fin qu'un point de départ. Dans la lignée de ce mouvement, mais aussi en partie de décembre 2008, des assemblées générales des citoyens émergent un peu partout dans le pays, même dans des villages, pour se réapproprier ainsi l'espace public. Il faut me remarquer qu'à Athènes, ou plutôt à Syntagma, nous avons vu comment l'un se divise en deux, ou comment l'indignation peut être à la fois émancipatrice et nationaliste, voire même proto-fasciste. La place de Syntagma a été littéralement divisée en deux. Il y avait la place d'en haut et la place d'en bas, où s'est développée à proprement parler l'occupation. Enfin, je voudrais terminer avec 2 mouvements qui ont émergé. Tous les deux, ils ont en commun qu'il s'agit plutôt des résistances économiques qui ont du mal à faire la relève politique. D'abord, le mouvement « Je ne paye pas » ou « Δεν πληρώνω » en grec. C'est un mouvement de désobéissance initialement conçu contre l'augmentation des tarifs des péages routiers qui s'est étendu aux moyens de transport urbain ainsi qu'à la fiscalité directe qui a été attachée récemment aux factures d'électricité. Pardon ? J'ai pas compris. Donc, ce mouvement correspond à un énoncé clair, d'où il tire d'ailleurs son nom, on ne paye pas leur crise. D'une certaine manière, il renvoie à une non-reconnaissance de la dette et à des mesures qui en résultent.
Deuxièmement, c'est le mouvement de la patate ou mouvement des pommes de terre. Alors que les salaires, les retraites, les allocations baissent, les prix des produits de première nécessité n'ont cessé d'augmenter. Pour répondre à la politique de la grande distribution qui impose ses prix aux petits et moyens producteurs, tout en alimentant une chaîne d'intermédiaires qui spéculent sur le dos à la fois des producteurs et des consommateurs, les producteurs de pommes de terre ont décidé d'injecter leur production directement sur le marché à des prix 2 fois plus bas que les prix actuels. Mis à part les gens qui ont évidemment profité pour acheter directement comme ça les pommes de terre, petit à petit, plusieurs dizaines de mairies et des collectivités entrent dans le marché direct en passant des grandes commandes auprès des agriculteurs et en organisant la redistribution des produits prioritairement aux citoyens les plus pauvres. Si tout à l'heure il a été question de médiation politique, j'avais fait référence à une crise de médiation politique, ce mouvement-là, le mouvement des pommes de terre, vise à réduire les médiations marchandes en réduisant la distance entre producteurs et consommateurs. Pour terminer, mis à part les formes classiques, manifestations, grèves, etc., on s'aperçoit qu'il y a une expérimentation de nouvelles formes de protestation et par-delà de nouvelles formes d'organisation. Mais nous pouvons aussi constater une certaine désorientation. Il est plus facile de se regrouper autour d'un nom ou autour d'un cri de colère et d'indignation. À l'intérieur de ce nom, on retrouve toutes sortes de sensibilités politiques et tout un amalgame d'idéologies. À ce titre, l'occupation de la place des syntagmas est assez symptomatique. Aujourd'hui, en Grèce, nous avons besoin non seulement de dénoncer ce qui se passe et de résister à se soumettre à ce sauvetage suicidaire, nous avons aussi besoin des énoncés politiques, des alternatives affirmatives. Merci. Je vais passer la parole à Panos Angelopoulos, qui est traducteur et qui va nous parler de l'état moribond ou post-mortem de la démocratie en Grèce à partir de 2 indicateurs qui sont vraiment révélateurs de l'état de la démocratie, c'est-à-dire la place des étrangers dans la société et aussi les mécanismes de répression et les nouveaux dispositifs de répression qui sont mis en place. Panos, c'est à toi. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu agacé avec cette configuration parce que, n'étant pas artiste, je n'ai pas l'habitude de prendre de lumière plein la gueule. Mais bon, j'aurais préféré vous regarder plus facilement. En fait, je reprends un peu le fil déplié par Maria, justement sur la question de décembre 2008, la révolte, pas une émeute, une révolte de la jeunesse grecque, à laquelle a activement participé ces parias, on les appelle parias assez facilement par ailleurs, modernes, qui sont les immigrés, les sans-papiers, les gens, les réfugiés politiques, etc., ont été très présents dans cette révolte de décembre 2008. Et cette participation permet de créer des ponts très importants et d'avoir un accès à des communautés assez facilement fermées. Ça, une petite parenthèse. Je continue avec une deuxième parenthèse, vu qu'on a parlé de ce fameux mouvement de patates ou de pommes de terre qui s'étend par ailleurs à d'autres produits alimentaires. Il ne faut pas oublier qui produit vraiment ces produits. Sont d'habitude à peu près à 80% des immigrés payés au noir, bien évidemment, en grande majorité sans papier. Quel est l'essor actuellement? Quel est l'essor, à part l'offre de main-d'œuvre bon marché, quel est l'essor qu'on prépare à cette population-là?
il y a une forte accumulation de flux migratoires en Grèce il y a 4 ans à peu près. Au préalable, il faut dire que la Grèce n'était pas un pays de destination de ces flux migratoires. C'était toujours un lieu de passage vers l'Europe, où les réfugiés cherchent un vrai avenir. Vu du durcissement de politiques antimigratoires en Europe, la fermeture des frontières, on arrive à une accumulation très importante des réfugiés, autant dans les villes portuaires telles que Patras, mais surtout à Athènes. Il faut dire que la Grèce est condamnée à plusieurs reprises du traitement auquel elle afflige que les autorités grecques affligent aux immigrés. Il est significatif que malgré le fameux traité Dublin II qui prévoit de renvoyer les immigrés au pays par lequel ils sont entrés en Europe, Belgique et Suède sont condamnés à des amendes importantes pour avoir renvoyé en fait en Grèce des migrants arrêtés chez eux avec le motif que le retour à en Grèce met en risque la vie même des migrants. Il faut enfin dire que la Grèce a le plus faible pourcentage en termes d'octroi d'asile et d'octroi de visa. En termes de droit d'asile, c'est anecdotique. On est pratiquement à 99,9%. Oui. Mais bon. En quoi consiste la politique anti-migratoire grecque? Il y a un triptyque en fait. Il y a d'abord une grande muraille barbelée tout au long des frontières avec la Turquie, tout au long des frontières de Evros, au nord-est du pays. Financée par l'Union européenne, d'une hauteur de 4 à 5 mètres, et qui fait un mur, un vrai mur pour empêcher les flux migratoires, tout en étant suivi par des patrouilles régulières. Deuxième mesure, des camps dans lesquels on peut mettre les immigrés après les avoir mis au banc de la société. Et bien évidemment, des rafles quotidiennes, suivies des violences accrues de la part des agences de police, enfermement dans des centres de rétention, mais aussi dans des commissariats, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, en attendant justement le fameux camp. Il ne faut pas quand même oublier un petit commencement de cette politique migratoire qui consiste à la création des camps pour réfugiés. Ça a commencé par des camps externes, sous prétexte de protéger les pays de l'Union européenne de l'envahissement. On renvoyait les immigrés, les exilés, dans des camps tout autour de la périphérie européenne, à l'extérieur. Il ne s'agit ni des camps de réfugiés comme ceux créés dans des zones de conflit ou de catastrophes naturelles ou industrielles. Il ne s'agit pas des camps de concentration tels que l'Europe les a connus pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit bien d'une multitude d'espaces, de regroupements forcés, d'enfermement et de dissuasion des exilés qui se tournent vers l'Europe pour y trouver refuge.
c'est une politique qui a débuté dans les années 90, en fait. En 99, un plan européen, à partir d'une initiative du gouvernement autrichien, prévoit la création de camps à Albanie et entame une collaboration étroite avec le Maroc. En septembre 2002, le haut-commissaire des réfugiés de l'ONU, ex-premier ministre des Pays-Bas, conceptualise la dimension externe des politiques européennes de l'asile. Cette politique est connue en tant qu'externalisation de l'asile, en fait. Son but, d'abord, créer des zones de protection spéciale, on les appelle comme ça, dans certaines régions du monde, afin de concentrer les réfugiés, d'éviter aussi leur migration vers les pays européens. Deuxièmement, créer au bord de l'Europe des centres, toujours, pour y transporter et enfermer durant les traitements des demandes d'asile les exilés approchant des territoires européens. La politique des camps externes ne cesse depuis de se développer et de s'institutionnaliser dans le fonctionnement ordinaire des systèmes politiques européens, nationaux et des constitutions de l'Union européenne, bien évidemment. De 2003, par exemple, la mise en œuvre s'amorce sous forme de projets pilotes, cofinancés toujours par la Commission européenne et les Pays-Bas. La gouvernance européenne, conduite ainsi par les gouvernements nationaux, les services diplomatiques, policiers, etc., de la Commission européenne, et trouve son acheminement politique au fameux programme de la Haye. Le programme de la Haye est adopté le 5 novembre 2004 et il définit pour 5 ans les politiques de l'Union européenne en matière de justice, liberté et sécurité. Quand bien même le texte du programme est presque exclusivement consacré à la sécurité, notamment à travers la lutte antimigratoire. Ce plan a été c'est assez rigolo ça. Hein. Ce plan a été rédigé de manière à éviter d'utiliser le terme « camp », conformément à une décision politique explicite, bien évidemment. Le programme de la Haye ne parle que des capacités de gestion migratoire, des capacités de contrôle des frontières et des capacités de protection des réfugiés. Protection. Si l'on cherche à identifier à quoi consistent ces sortes de capacités diverses et variées, on s'aperçoit qu'elles répondent à deux fonctions principales. Empêcher, bien évidemment, et recevoir ceux qui sont renvoyés d'Europe. Le mot capacité comme un substitut du mot camp n'est pas simplement un euphémisme technocratique. Il reflète une avancée stratégique de l'action européenne. La trajectoire de bonne gouvernance consiste sur le modèle des directives internes, à fixer des objectifs antimigratoires aux États voisins en leur laissant le choix des moyens. L'Union européenne ne leur impose que des obligations de résultats dans la lutte antimigratoire, quels que soient les moyens, et en acceptant de financer ceci. Cela fut la fameuse externalisation de l'asile à la périphérie extérieure, Albanie, Maroc, Algérie et Libye. Et le dernier exemple, l'exemple de la Libye, montre bien que l'autoritarisme d'un État ne réduit pas l'éventail des choix, des moyens financés par l'Europe dans la mise en œuvre de cette politique. Actuellement, les contours se resserrent. Les camps de réfugiés se multiplient intramuros. Là, on connaît tous et toutes, je suppose, le fameux centre de rétention. Pour parler de la Grèce, on en compte 5 ou 6 grands centres de rétention. Mais la grande nouveauté consiste
à que l'on prépare une bonne trentaine des centres d'hospitalité, comme on les appelle, des réfugiés. Cet euphémisme donne un peu la chair de poule, mais bon. L'Union européenne finance la construction de ces camps à la hauteur de 250 millions d'euros pour 2 ans. C'est-à-dire il y aura des suites. Il y a du fric, hein, de l'argent, il y en a. Il y aura en gros 30 camps dans 10 régions du pays avec une capacité d'accueil de 1000 réfugiés par camp. Et là, on découvre une autre grande nouveauté de l'État grec, une solution miracle pour relancer l'économie, pour relancer l'emploi, pour favoriser également le développement d'une province sinistrée. Afin de persuader les autorités locales d'adopter des camps dans leur territoire, tâche qui s'avère extrêmement difficile à l'heure actuelle, on les promet des cadeaux sociaux. 150 policiers, de 70 jusqu'à 300 agents de sécurité relevant du privé, du personnel des services divers et variés, fait au total 1000 personnes par camp, employées 24 heures sur 24. Apparemment, après avoir détruit les salaires, les services publics, après avoir fait la chasse aux salariés du privé et du public, en les poussant dans la misère, c'est le moment propice du redressement et des retours aux fondamentaux. On déclare encore une fois la chasse aux immigrés. Et cette chasse sinistre est ouverte la semaine dernière, il y a 3-4 jours à Athènes, où des rafles massives, de plusieurs centaines de réfugiés ont lieu. Des rafles qu'on peut appeler carrément des pogroms. Ils entrent dans les logements, dans les appartements, etc. Il y a deux noms à retenir de la gestion de l'immigration en Grèce. C'est le nom de Papoutsis, ministre de la Sécurité, de l'Intérieur, et Chrysokoidis, qui se charge de la lutte anti-immigratoire actuellement. J'ouvre une petite parenthèse, ce monsieur Chrysokoidis, il avait publiquement annoncé qu'il n'a rien lu de tous ces plans de sauvetage, de tous ces mémorandums passés au Parlement, parce qu'il était trop occupé de la lutte contre le crime organisé. Apparemment, le grand souci avec Chrysokoidis, c'est qu'il n'a pas seulement lu les mémorandums, mais apparemment, il n'a pas lu, quand il était jeune, même pas le fameux bouquin d'Anne Frank. Bon, avant l'application de mesures concrètes, il y a toujours des préparatifs, une bataille idéologique à mener, plutôt une surenchère médiatique, banalisant la xénophobie, tout en désignant les immigrés comme le danger numéro 1 pour la santé publique, pour les emplois, pour les valeurs et les mœurs du pays, et bien évidemment comme responsable du crime organisé. Par xénophobie, on attend toujours l'ensemble des discours et des actes tendant à désigner l'étranger comme une menace pour la société d'accueil et à le tenir à l'écart de cette société, que l'étranger soit susceptible d'arriver, être nouveau venu ou désinstallé. Le schéma d'interprétation sous-jacent n'a pas besoin d'être rappelé chaque fois, à chaque discours. Il fait appel à une logique de sens commun qui, par sa simplicité, revient facilement à l'esprit. La crise économique se déclare et se fait sentir. Les classes populaires sont affectées par le chômage. Elles se mettent à craindre la concurrence.
de la main-d'œuvre étrangère et à percevoir la cohabitation avec elle comme une attente à ses intérêts. Le nationalisme xénophobe prospère sur ces courants d'opinion populaire. Les politiques anti-migratoires se justifient alors, logiquement, par le respect des principes de la démocratie représentative. Une phrase, même allusive, ou simplement quelques mots rappelant les transformations de l'opinion publique, les craintes qui s'expriment ou l'anxiété de la population face à des migrations croissantes, suffisent à produire cette imputation causale et à suggérer un schéma qui à tout à la fois explique et justifie les politiques publiques dans ce domaine. Produite et diffusée par des élites gouvernementales, politiques, journalistiques, intellectuelles, cette interprétation fait de la part belle à ces élites elles-mêmes. Face aux rationalités des peuples, les dirigeants ne feraient que refléter et satisfaire le vœu politique de ceux-ci, tout en modérant les ardeurs pour éviter les dérives dangereuses. Du peuple viendrait l'impulsion originelle du mouvement politique et des élites, sa transcription gouvernementale et sa modération. On retrouve là le registre banal de légitimation politique. L'image d'un pouvoir accordé à des valeurs, celle des élites, éclairées, vecteur et protecteur de la raison démocratique. On peut parler de xénophobie de gouvernement pour désigner cette emprise idéologique acquis sur l'ensemble des politiques publiques. Et dernièrement, cette forme de xénophobie, malheureusement, ne reste pas qu'au niveau du discours. Elle est exprimée quotidiennement, pas que par des slogans extrémistes ou des jurons racistes. Elle est exprimée par le racisme le plus vulgaire et agressif, qui s'appuie sur un militantisme, sur un vrai militantisme d'extrême droite et de droite extrême, parce qu'il y a une profusion de droites à l'heure actuelle en Grèce, qui vont jusqu'à former de vraies milices armées, afin de nettoyer, susceptibles de nettoyer les quartiers de toute personne de couleur. La grande question consiste à savoir qui sera le prochain. Leurs actions se multiplient et gagnent en termes de terrain. Leur chasse s'étend avec la complicité des autorités et des appareils de répression de l'État. Vu que j'ai largement dépassé le temps, j'ai fini par deux mots. Il faut bien savoir que le gouvernement actuel n'a pas de légitimité aux yeux de la grande majorité de la population. C'est un gouvernement d'état d'exception qui ne dit pas son nom. La coalition au pouvoir consiste en une configuration inédite. On a une coalition du Parti socialiste, de la droite et de l'extrême droite. À part la mise au service des créanciers contre le peuple, les intérêts du peuple, ce gouvernement a favorisé la banalisation de la haine et de la violence à l'égard des immigrés et rend pratiquement légitime toute dérive fascistoïde. Et c'est peut-être pour cela que dans ce terrain épineux d'une crise actuelle qui favorise, qui est un terrain propice à l'amplification des réflexions des réflexes réactionnaires, il y a une vraie nécessité d'exprimer une solidarité internationale entre les peuples sans frontières, afin de créer de vrais ponts nécessaires, susceptibles de faire barrage à des politiques antisociales qui risquent d'avoir un avenir. Merci, Panos.
Merci, et j'appelle tout de suite à la tribune Vaskia Karkayani Karabellia qui va nous parler de la résistance sur le plan de la culture, et aussi Cristina Samblano, s'il est là, qui va prendre les relais par la suite. S'il vous plaît, vous venez à la tribune. Vaskia Karkayani Karabellia, elle va dire que je vais parler du problème politique. Oui, parce que voilà. très vaste. Voilà. Donc, elle est historienne d'art, elle enseigne à l'Institut néo-hellénique, si je ne me trompe pas, à la Sorbonne. Voilà, merci. Merci. Merci aux organisateurs. Merci, un grand merci à vous tous d'être là et de nous soutenir, Grecs de Grèce et Grecs de France, français. C'est en tant que Française, membre d'un réseau informel sur Internet et les réseaux sociaux, enseignante depuis 30 ans à l'Université française d'histoire de l'art et de civilisation grecque moderne, que je suis là pour ajouter ma voix à celle des autres en faveur de mon pays de naissance et de cœur, la Grèce. Un pays qui est depuis 2 ans, et même plus, méthodiquement et tous les jours mis à mort, physique, mentale, culturelle, par une mafia financière internationale qui impose sa tyrannie et ses dictates sous le couvert de l'Union européenne et de Bruxelles. Nous sommes en Grèce sous une nouvelle forme de dictature qui ne vise loin de là que la Grèce. Elle s'en sert, vous le savez, elle s'en sert comme paradigme, outil, cobaye, pour étendre son emprise sur tous les territoires européens et dans le monde. On a vu ce qui s'est passé au Portugal, on voit ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Italie et chez nous, ici, en France. On pourrait dire que la 4e guerre mondiale a déjà commencé sous une autre forme, tout aussi barbare et meurtrière néanmoins, et qui ne vise pas seulement les corps, mais les esprits, la mémoire, la conscience des hommes, leur civilisation. C'est un cauchemar que nous vivons aujourd'hui en Grèce. La pauvreté, la misère qui s'installe dans un pays déjà exsangue, la folie du désespoir des chômeurs et des immigrés, le démantèlement de tous les services sociaux et de l'état de droit, l'éducation nationale sinistrée, littéralement sinistrée. L'actuelle ministre socialiste de l'Éducation nationale se vantait encore récemment de la fermeture de 2500 écoles. Et nous avons assisté cette année à une ouverture de classes sans livres, les enseignants étant invités à se servir de photocopies et de DVD, je ne plaisante pas, jusqu'à leur mise sous presse qui, je crois, tarde encore. Soulignons que c'est un gouvernement actuellement illégitime, puisque jamais élu, qui impose cette politique des banksters européens, comme on peut les appeler, avec l'appui des Merkel, Sarkozy et de Bruxelles. D'autres intervenants ont parlé et vont parler encore de tout ça. Je ne voudrais personnellement répéter que ce qui se passe en Grèce depuis bientôt 2 ans, c'est aussi une résistance phénoménale, dont les médias européens et particulièrement français ont donné peu d'écho, sinon aucun. Des manifestations monstres à Athènes et dans les villes grecques, réprimées avec une sauvagerie inouïe et l'intervention de la force européenne de répression, dont vous ne connaissez peut-être pas grand-chose encore, qui a fait ses débuts glorieux aux côtés des gendarmes des CRS grecs. La place Sindarma a été le théâtre de nombreuses actions de la police de ce genre, comme elle a été d'un nouveau genre, le théâtre de nouveaux genres d'action populaire et d'éducation. Pendant des mois,
cette place s'est muée en école d'éducation populaire, instaurant un dialogue sans précédent entre intervenants et public, et où des groupes de théâtre et de musique venaient jouer gratuitement pour l'Assemblée populaire. C'est comme ça que je l'ai vécu pendant les mois que j'ai passé là-bas, comme une initiation, une vraie initiation à la démocratie. En dehors de tout ce que notre camarade a pu témoigner tout à l'heure sur les partages des groupes de droite, de gauche, etc. Je terminerai avec la lecture d'une lettre de protestation de l'Association des archéologues grecs intitulée « Que la direction politique prenne ses responsabilités concernant les coupes », to kurema, on dit en grec, c'était la tonsure, n'est-ce pas? Dans le, comment? La décote, d'accord. Dans le budget du Fonds de recettes archéologiques, Tamio Archeologico Poron. La coupe. Une minute que je trouve. Oui. Cette lettre, donc, est faite par l'Association des archéologues grecs et qui est la suivante. L'Association des archéologues grecs a appris que les fonds de réserve du fonds de la caisse d'épargne et des expropriations qui, selon la législation existante, sont déposés à la Banque de Grèce, ainsi que ceux des autres services publics, ainsi que les autres ont subi des coupes importantes. Les biens financiers du fonds, qui s'élevaient à 30 millions d'euros, a été rasés, coupés, et deviennent 9 millions, valeur réelle. Cela est encore plus grave si l'on considère que l'opération s'est effectuée à l'improviste et sans aucune concertation du fonds, tandis que les capitaux qui restent disponibles s'élèvent à peine à 2 millions d'euros. C'est vraiment un paradigme pour tout ce qui se passe dans les autres services publics grecs qui cessent finalement de fonctionner. Le 16 février 2012, le ministre de la Culture et du Tourisme, M. Geroulanos, a publié un communiqué de presse présentant la rationalisation des dépenses du fonds et l'augmentation de ses revenus. En même temps, la direction politique promettait que l'inspection archéologique et des musées dans tout le pays vont recevoir des subventions plus importantes du fonds pour l'année 2012, afin de couvrir les besoins administratifs accrus au moment où leur budget habituel pour 2012, ils promettent tout ça au moment où les fonds ayant été à deux reprises ne peuvent même pas couvrir l'essentiel du fonctionnement. Les ressources du fonds, qui proviennent de la vente des billets et des boutiques, des lieux archéologiques et des musées, couvrent le budget des expropriations à des fins archéologiques, les éditions scientifiques, les frais de fonctionnement des musées et inspections, le matériel de surveillance des lieux archéologiques et des musées, le système de sécurité et bien d'autres choses. À partir du moment que tout cela est désormais incertain, comme l'est également la reproduction des copies et autres produits nécessaires pour la fourniture des boutiques des musées, la direction politique doit répondre aux questions suivantes. Connaissait-elle que cette coupe allait être effectuée et qu'est-ce qu'elle a fait pour protéger la fortune financière du fonds et des caisses de recettes? Selon quelle législation ont été coupées et diminuer les comptes du fonds et des autres caisses de services publics sans aucune information préalable? Pourquoi n'avait-elle prévenu les travailleurs et la société grecque de ce genre de retombées, etc. Quelles sont les actions qu'elle va mettre en œuvre, la Banque de Grèce, pour la disparition imprévue de tant de millions d'euros qui constituent la fortune des monuments du pays, etc. Ce n'est qu'un petit exemple, pour ne pas vous fatiguer, du démantèlement pur et simple des services publics, de l'État social, de l'État culturel. C'est une casse pure et simple. On coupe des morceaux où on peut. La ministre de l'Éducation nationale, je viens de le dire, elle était très satisfaite de la fermeture de 2500 écoles. Les hôpitaux manquent de tout.
tandis que les profiteurs à tous les niveaux continuent à s'engraisser aux dépens des salariés et des gens. Pour revenir au musée, il faut savoir que 15 millions d'euros de subventions de l'État, ces 15 millions d'euros se multiplient par 6 grâce aux recettes des billets d'entrée aux lieux archéologiques et les musées, et ce que le ministre était censé le savoir. Le ministre devrait expliquer que sans les archéologues qui continuent à fouiller dans des conditions souvent très difficiles, l'héritage culturel du pays va définitivement périr. Que sans gardiens, nous aurons de plus en plus de vols. Comme on l'a vu cet été à la Pinakothèque nationale de Grèce, où un Picasso a été volé de façon absolument rocambolesque, et un peu après à Olympie, où des objets de très grande valeur ont été volés, un seul gardien et des moyens de surveillance complètement désuets étant utilisés. Cela a la joie et satisfaction totale des collections privées de Zurich et ailleurs. Les archéologues grecs, on peut le constater, se sacrifient littéralement tous les jours pour des salaires médiocres et des conditions de travail difficiles, étant obligés de fouiller, creuser eux-mêmes, pousser des chariots, prendre des photos, soulever des caisses énormes avec des tessons, etc. Et ça donnait à bien d'autres tâches à cause du manque d'argent et de personnel. Les archéologues grecs que nous voyons présenter des comptes rendus de travaux excellents à des congrès en Grèce et à l'étranger, vous adressent à vous aussi, à tout le monde, le cri de désespoir, parce que la culture grecque, dans son ensemble, est en état de déperdition. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup Vassia. J'aimerais apporter juste une précision, d'après ce que j'ai compris par les communiqués et l'appel des archéologues grecs. Ce qui s'est passé, c'est que leurs fonds qui étaient déposés étaient déposés à la Banque de Grèce ont subi la fameuse décote, c'est-à-dire les fonds des organismes publics et les fonds aussi des caisses de retraite et des maladies en Grèce sont déposés à la Banque de Grèce qui s'est précipitée concernant les fonds qui n'étaient pas déjà en obligation, de les transformer en obligation avant la décote, tenez-vous bien, de sorte que ces fonds subissent quand même une perte de 70%, et ça a été fait pour augmenter la participation volontaire à la décote, laquelle participation volontaire à la décote, aux échanges des obligations, devait être à un niveau suffisamment élevé pour que la clause d'action collective, c'est-à-dire la décote obligatoire pour tous les détenteurs des obligations, puisse se déclencher. Donc, la Banque de Grèce, avec sans doute la directive du gouvernement, a pillé carrément pillé tous les fonds des organismes publics et entre autres des archéologues, mais aussi les caisses d'assurance maladie et les caisses des retraites qui sont actuellement en ruine, et bientôt au mois de juin, elles seront probablement pas en mesure de payer des retraites. Donc on organise la disparition de la sécurité sociale, la disparition des systèmes de retraite, et tout ça participe à cette énorme opération de transfert des richesses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, mais là, je vais me tourner avec Cristina Samblano parce qu'elle est en tourne. Donc, et je vais lui poser la question. Bon, on sait bien que très souvent, on entend quand même que si la Grèce est en train de se trouver dans cette situation désastreuse, c'est sans doute que les mauvais élèves, les mauvais élèves de l'Europe, un élève bien indiscipliné, qui
n'applique pas bien ou incomplètement ou pas du tout les recettes imposées par la Troïka, c'est-à-dire par la Banque Centrale Européenne, par l'Union Européenne et par la FMI. Et les bons élèves, l'élève modèle, eh bien le Portugal, donc normalement au Portugal, tout doit aller bien. Alors, Cristina Samblano, qui est économiste portugaise, alors, Cristina, est-ce que tout va bien au Portugal? Au Portugal, tout va comme en Grèce. Nous suivons d'une façon exemplaire le même chemin de la Grèce. Alors, merci avant tout d'être là et de pouvoir parler de ce pays qui est encore plus que la Grèce ignoré des médias parce que ça correspond à la stratégie du diviser pour mieux régner. Alors, le Portugal est une économie, à l'instar de la Grèce et de l'Irlande, une économie intermédiaire à faible valeur ajoutée, très dépendante de l'extérieur, ce qui la rend plus vulnérable au problème de l'endettement, vulnérabilité qui s'est énormément accrue après l'entrée du Portugal dans la zone euro, où il a été privé des instruments de politique monétaire et budgétaire. Alors, malgré le fait que le Portugal soit l'un des pays de l'Europe où les transferts publics vers le secteur financier aient été les plus importants ces dernières années, c'est la Commission européenne elle-même qui le dit, l'endettement privé au Portugal y est encore, à l'heure actuelle, plus important que l'endettement public. Je me réfère évidemment à l'endettement extérieur. L'endettement public est actuellement de 170 milliards d'euros. L'endettement privé seulement bancaire est de 175 milliards. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur les raisons de cet état de choses. Elles sont beaucoup la conséquence de l'architecture déficiente de l'Union européenne, dont le Portugal et les pays périphériques ont été davantage les victimes. Parce que je voudrais parler de ce plan de la Troïka et de ses conséquences à la fois économiques, sociales et aussi des mouvements de résistance qui ont lieu dans ce pays, qui existent dans ce pays, mais dont les pouvoirs étrangers notamment, la Troïka et les médias, notamment internationaux, passent sous silence. Alors, la signature de l'accord avec le Portugal a eu lieu 1 an après la Grèce. Et c'est peut-être pour cette raison aussi qu'on ne voit pas que le Portugal n'est pas encore au même point que la Grèce, mais peu s'en faut. Alors, elle a eu lieu 1 an après la Grèce, 6 mois après l'Irlande, et son application correspond, comme en Grèce d'ailleurs, le plan de la Troïka correspond au 4e plan d'austérité du Portugal, puisqu'il avait subi, avant l'intervention de la Troïka, il avait subi 3 plans d'austérité en un espace inférieur à 1 an. Le montant du prêt était de 78 milliards d'euros. Et ce prêt qu'on appelle évidemment aide, ce prêt de 78 milliards d'euros se destine à plus de 50% au secteur financier. En effet, 12 milliards d'euros sont destinés à la capitalisation de la banque privée portugaise. Je dis bien la banque privée, parce que la banque publique, elle ne peut pas utiliser les fonds de la Troïka pour se capitaliser. Elle doit le faire par ses propres moyens, notamment en vendant les participations de l'État, les golden shares, dans les secteurs stratégiques comme l'électricité, les transports, l'énergie d'une façon générale. Plus de 40 milliards d'euros, en dehors des 12 milliards, se destinent au paiement des créanciers du Portugal. Or, c'est qui les créanciers du Portugal? Eh bien, c'est la banque privée nationale et c'est les banques étrangères. Les banques étrangères qui ont fourni en liquidité les banques portugaises pour qu'elles puissent pratiquer la politique de crédit massive qu'elles ont pratiquée après l'entrée du Portugal dans la zone euro, période qui a connu une chute extraordinaire des taux d'intérêt. Donc c'est ça. C'est la cause de l'endettement privé plus important dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, le programme d'austérité, et je ne vais pas m'appesantir sur le programme d'austérité parce qu'il est un tout semblable à celui de la Grèce. C'est-à-dire, coupe dans les salaires des fonctionnaires, coupe dans les pensions de retraite, augmentation des impôts, surtout des impôts indirects, notamment la création, notamment le fait que certains produits de base qui étaient avant taxés à 6% vont commencer à être taxés à 23%. Et dans cette catégorie, il y a des produits très importants de base, comme c'est l'électricité et le gaz pour le chauffage. Et nous avons
voir quelle est l'importance de ça tout à l'heure. Alors, évidemment, il y a eu l'augmentation du temps de travail avec la suppression de jours fériés, de jours fériés civils et de jours fériés religieux qu'on a négocié avec l'Église catholique, et il y a la facilitation des licenciements individuels, surtout du licenciement individuel, parce que, évidemment, avec un travail plus flexible, il y aura création de l'emploi. C'est en tout cas la théorie de la Troïka et du gouvernement portugais, qui est plus Troïka que la Troïka elle-même, et qui est plus Troïka que le gouvernement grec, qui est le gouvernement de la Troïka, il faut le dire, hein, il faut le dire. Mais ces mesures d'austérité ont beaucoup plus d'impact au Portugal. Pourquoi ? Parce que le Portugal est au départ plus au Portugal qu'en Grèce. Pourquoi ? Parce que contrairement à une idée reçue, et particulièrement à ce qui est véhiculé, le Portugal était au départ un pays plus pauvre et avec plus d'asymétrie que ne l'était la Grèce. Alors, avant l'arrivée de la Troïka, le PIB du Portugal était la moitié de celui de la Grèce. Ce qui veut dire que le PIB par habitant est la moitié de celui de la Grèce, puisqu'on a le même nombre d'habitants, 10 millions et poussière. Le Portugal est le pays de l'Europe, si on exclut les nouveaux arrivants de l'Est, il est le pays de l'Europe où le salaire minimum est le plus bas. Le salaire minimum au Portugal, c'est 485 € bruts par mois. Et il y a beaucoup de gens qui échappent à ce salaire, puisque le travail précaire s'est énormément généralisé. Les célèbres reçus verts, où les personnes ont les mêmes obligations qu'un salarié, mais ils n'ont pas les mêmes droits. Notamment, ils peuvent être licenciés du jour au lendemain. Ils ont 30 jours de carence et ils payent de leur poche en cas de maladie, et ils payent de leur poche la sécurité sociale et la retraite. C'est des reçus bleus, mais qu'on appelle reçus verts. En réalité, leur couleur est bleue. Ça ne change rien à la situation. En dehors du fait que les salaires minimums est le plus bas d'Europe, si on exclut les nouveaux pays de l'Est, la répartition du revenu national est la plus inégalitaire en Europe, si on exclut aussi les pays de l'Est. C'est-à-dire que les 20% plus riches, le décalage entre les 20% plus riches et les 20% plus pauvres est énorme. Et je vous donne seulement un exemple. Alors que le salaire minimum est de 485 €, les dirigeants, les gestionnaires du public et du privé ont des salaires supérieurs à l'Europe. Le président de l'Eletricidade de Portugal, dont la partie majoritaire de l'État vient d'être vendue à la Chine, a touché en 2011 3 000 € par jour. 3 000 € par jour dans un pays où le salaire minimum est de 485 € et où la moitié des retraités touchent moins de 300 € par mois. Enfin, non seulement le Portugal a les plus bas salaires, non seulement la répartition du revenu national il est la plus inégalitaire, mais encore, c'est le pays où les mesures d'austérité touchent davantage les plus pauvres. C'est encore la Commission européenne qui le dit dans une étude qu'elle a faite en 2008. Elle a étudié l'application des mesures d'austérité dans 6 pays où des mesures d'austérité avaient été appliquées, dont la Grèce, l'Irlande, la Grande-Bretagne. Les deux autres, je ne me rappelle pas. Et elle est arrivée à la conclusion qu'au Portugal, c'est le pays où on fait payer davantage aux plus pauvres. C'était en 2008, parce que si on faisait cette étude maintenant, en 2011, ce serait encore pire, ce serait encore davantage confirmé, parce qu'après la Troïka, évidemment, les mesures de la Troïka ont touché davantage les plus pauvres. Alors, la question, c'est la question que Vicky a posée tout à l'heure. Est-ce que le Portugal est vraiment le bon élève de la Troïka face à la Grèce? Eh bien non, le Portugal suit le même chemin pas à pas que la Grèce. L'économie a chuté de 1,6% l'année dernière, mais de 2,7% au quatrième trimestre après l'entrée de la Troïka. Après l'application des mesures de la Troïka et des mesures additionnelles du gouvernement portugais qui veut plaire à la Troïka et qui fait encore plus que la Troïka. Cette année, au mois d'août, on disait qu'en 2012, la décroissance du produit intérieur brut était de 1,8%. 1,8%. Mais ces chiffres-là s'actualisent tous les mois. On est maintenant à 3,4%. Donc à ce rythme-là, on va arriver à plus de 5% à la fin de l'année. L'endettement public était, le ratio d'endettement public était de 100% du PIB. Il est à 110% depuis l'arrivée de la Troïka. Et le déficit, il est dans les normes prévues par la Troïka, 5,4%, parce qu'il y a eu une écriture comptable de transfert des fonds de pension du secteur bancaire vers le budget de l'État. Donc sinon, il dépasserait les 8%. Et cette année, le Portugal doit payer 500 millions d'euros de retraite. Et il est en train de vouloir demander à la Troïka si ça peut ne pas faire partie du déficit, parce que sinon, évidemment, il ne sera plus le bon élève. Parallèlement, le taux de chômage est actuellement de 15%. Il serait de 20% si on tenait compte du travail précaire. Le taux de chômage chez les jeunes est de 35%.
Mais attention, c'est qu'il y a une immigration incroyable. On évalue à 150 000 le nombre de Portugais qui a quitté le Portugal en 2011. Et depuis le début de la crise 2007 jusqu'à aujourd'hui, on évalue à 1,5 million de Portugais qui ont quitté le Portugal. C'est-à-dire, on a quand même 10 millions de personnes. 1,5 million qui part dans les 4 dernières années. Ce sont des flux migratoires tout semblables à ceux de l'époque de la dictature et de la guerre coloniale. Dictature qui a duré au Portugal 48 ans. Je suis presque en train de terminer. Des malades du cancer qui ne peuvent plus se rendre à l'hôpital faire leurs séances de radiothérapie et de chimiothérapie parce que les transports ne sont plus payés. Des opérations qui sont interrompues dans des hôpitaux par manque de compresses. Des infirmiers qui reçoivent des ordres, des pressions pour réutiliser le matériel déjà utilisé, et un nombre de morts qui est actuellement de 500, supérieur de 500 à ce qu'il était l'année dernière. Au seul mois de février, il y a eu 6200 morts supplémentaires. Alors on se dit pourquoi? Parce que c'est la grippe. La grippe, il y a eu aussi la grippe l'année dernière. C'est le froid. C'est vrai que le froid a été plus austère cette année dans toute l'Europe. Mais ce qui tue, c'est pas le froid. Ce qui tue, c'est la misère. Les gens ne peuvent plus se nourrir comme il faut. Les gens coupent dans les médicaments parce qu'il y a toute une série de médicaments qui ont cessé d'être remboursés. Les tickets modérateurs ont au moins été triplés. Et puis, les gens ne se chauffent pas. La TVA de l'électricité et du gaz est passée de 6% à 23% et les dépenses d'énergie ont diminué malgré l'hiver froid. Alors ça attend beaucoup la population portugaise parce que la population portugaise est la plus vieille de l'Union européenne à 27. Bon, donc je termine parce que sinon je vais me faire... je termine pour dire que... pour dire que bon, le Portugal, bon, il y a le problème de faim, la Banque alimentaire, la Caritas, l'Église catholique, les ONG ne savent plus comment faire pour donner à manger aux gens. Donc, alors le Portugal, et je termine en disant ça précisément, le Portugal est dans une souffrance très grande, mais personne n'en parle, les médias n'en parlent pas. Les gouvernements européens disent qu'on est le bon élève, la Troïka dit qu'on est le bon élève, le gouvernement français à travers le ministre Juppé et le ministre Fillon ont félicité le gouvernement portugais pour l'application de ces mesures de la Troïka et ils ont salué le courage du peuple portugais. C'est pas du tout ça. On ne parle pas de la résistance du peuple portugais, mais il y a de véritables mouvements de résistance qui se font au Portugal. Il y a le mouvement non paix, comme en Grèce, pour les transports publics et pour les péages. On en a mis partout des péages. On ne peut plus circuler sans payer des sommes incroyables. Il y a eu, après le 12 mars 2011, à l'appel de quelques personnes sur Facebook, il y a eu 1,5 million de personnes dans la rue. 1,5 million de personnes dans la rue sur une population de 10 millions, c'est très important. Le 15 octobre, jour des indignés, jour mondial des indignés, il y a eu 300 000 personnes dans la rue. La grève générale du 24 novembre a amené 300 000 personnes dans la rue. Et cette dernière grève générale en a amené un peu moins parce que les gens n'en peuvent plus avec des salaires aussi bas, parce qu'il y a beaucoup de pression. Il faut dire qu'il y a beaucoup de répression. Il faut dire cette manifestation du 22, on a agressé la journaliste de l'AFP et on a envoyé à l'hôpital l'un des correspondants de l'agence de presse portugaise avec cette lésion dans le cerveau. La police charge et elle reçoit certainement l'ordre de charger, donc on fait peur. Et nous avons vécu 48 ans sous la dictature, une dictature terrible avec des prisons, des partis politiques interdits, des syndicats interdits et tout ça. Et donc ce sont des peurs encore qui existent chez le peuple portugais et je dirais même la nouvelle génération qui a été élevée par la génération ancienne. Moi je me rappelle pour avoir vécu dans ce pays qu'on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas se prononcer. Alors, non, nous, on suit donc bien le même chemin que la Grèce et on a besoin qu'on parle de nous. Cette conférence s'appelle « Sauvons le peuple grec de ses sauveurs ». On aurait pu dire « Sauvons le peuple portugais de ses sauveurs », sauvons les peuples qui sont sous domination de la Troïka. Je dirais même « Sauvons nos peuples de nos agresseurs ». Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christina.
Merci Christina, merci de vous nous avons démontré d'une façon si dense et si brillante combien la Grèce et le Portugal sont quand même casés à la même enseigne. Voilà, donc, et combien il est urgent de créer un front de la périphérie, et pas uniquement de la périphérie, un front européen des peuples contre cette politique criminelle. Donc, je voudrais juste ajouter un point avant de faire une pause. Excusez-nous, on n'a pas le temps de prendre les questions. On pourrait prendre toutes les questions lors de la troisième partie, les regrouper toutes les questions, sinon on ne va jamais arriver à tenir le programme. Donc je vous propose de mettre votre question un peu, de les garder pour la troisième partie. Et je voudrais juste ajouter un élément par rapport à ce que disait Vassia. Et Vassia a parlé des interventions des troupes de théâtre sur la place de la Constitution, et j'ai les souvenirs qu'une certaine Ariane Mnouchkine, avec le Théâtre du Soleil, est venue quand même avec la figure de la justice sur la place de la Constitution, et nous la remercions encore une fois. Merci. Donc, on va recommencer, s'il vous plaît. On recommence dans 2 minutes, c'est-à-dire juste un peu après 16h30. Sinon, on ne va pas tenir le temps. Merci.